Le poème Correspondance est le quatrième du recueil de Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Il succède à deux poèmes évoquant la condition malheureuse du poète, sa malédiction par sa mère dans Bénédiction, son rejet par les autres hommes dans Albatros. Mais les deux poèmes suivants justifient la vocation du poète. Élévation dit le pouvoir du poète à mouvoir son esprit, au-dessus des miasmes morbides, dit-il, celle de son existence. Tandis que Correspondance met à l'honneur le poème, la parole poétique elle-même, seule capable de porter sur la nature un regard riche et profond. C'est une sorte d'art poétique, c'est-à-dire un manuel d'utilisation, une clé de lecture pour l'ensemble du recueil, ce qui justifie sa place au début. Comme tout art poétique, il se situe dans l'histoire de la poésie et met en pratique sa conception théorique en même temps. Reconnu comme novateur par l'histoire littéraire postérieure, le recueil Les Fleurs du Mal s'inscrit évidemment dans une tradition poétique déjà préexistante. Quelle est donc cette nouvelle esthétique que Baudelaire propose dans ce poème? La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe, à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Avant de rentrer dans le détail, une première remarque d'ensemble. Le poème est un sonnet, c'est-à-dire une forme fixe, traditionnelle et classique. Pourtant, Baudelaire prend de sérieuses libertés avec la disposition des rimes, embrassées certes dans les quatrains, mais non uniformes, et surtout, la rime plate se trouve à la fin, au vers 13 et 14, et non au vers 9 et 10, comme attendu. Il accentue ainsi l'esthétique du sonnet dont la construction est faite pour provoquer une impression de progression nette et se terminant par une chute. Dès lors apparaît déjà ce trait caractéristique de Baudelaire, il est à la fois héritier de la tradition et à la fois novateur et initiateur de la poésie moderne. Le premier quatrain est construit sur une opposition assez évidente entre la nature et l'homme, tous deux en début de vers. La nature est du côté de l'éternité et du sacré, le présent de vérité générale, le choix du verbe être, la métaphore du temple filée par les piliers, la personnification, les piliers parlent et les symboles observent. L'homme, lui, en revanche, est marqué par l'éphémère, c'est-à-dire ce qui ne dure pas, le transitoire. Il se contente de passer. Le verbe ayant d'ailleurs une connotation existentielle, passer peut aussi signifier par euphémisme mourir. Et réduit au vers 4, cet homme est donc réduit au pronom le, L', qui n'apparaît donc quasiment plus dans la prononciation, et en fonction de COD, de complément d'objet, il est donc tout sauf actif. C'est un poème teinté par la philosophie qui commence, dans lequel une correspondance est donc annoncée entre deux éléments distincts, la nature et l'homme. Le propos porte non pas sur la description de paysages précis, les forêts ne suffisent pas à construire une représentation suffisamment éloquente, mais sur l'art. Car la nature est assimilée à l'architecture grâce à la métaphore du temple. Cette conception, entre parenthèses, est loin d'être novatrice. Elle est empruntée au romantisme le plus classique. En effet, Chateaubriand, dans Le génie du christianisme qui paraît au début du siècle, disait déjà ceci. Mais tout à coup, des rumeurs confuses s'échappent de la cime de ces tours et en chassent les oiseaux effrayés. L'architecte chrétien, c'est Dieu, non content de bâtir des forêts, a voulu pour ainsi dire en conserver les murmures, et au moyen de l'orgue et du bronze suspendu, il a attaché au temple gothique jusqu'au bruit des vents et des tonnerres qui roulent dans la profondeur des bois. Le temple, l'église ici, et la nature étaient donc déjà unis dans une sorte de correspondance. L'inspiration romantique est donc évidente, et Baudelaire en est l'héritier. En revanche, ce qui est fort nouveau, c'est que c'est cette idée que la nature est éloquente, qu'elle se présente en forêt de symboles, et donc comme déchiffrable, comme porteuse de sens, comme signifiante. Cette conception de la poésie
est reconnue comme nouvelle par les critiques. En 1893, presque un demi-siècle après le recueil de Baudelaire, le critique Jean Moréas appellera cette tradition poétique le symbolisme, terme évidemment anachronique au moment de la publication des Fleurs du Mal. Les paroles et les regards forment bien une correspondance entre la nature et l'homme, comme dans un échange de lettres, où l'on dialogue à distance, de loin. Le second quatrain, comme il est attendu d'ailleurs, développe cette idée, cette première idée énoncée dans le premier quatrain. Il est construit du point de vue syntaxique de façon rigoureuse et évidente. On trouve une comparaison au vers 5 qui s'étend avec un complément de lieu au vers 6, lui-même allongé par une apposition au vers 7, retardant donc au maximum, et mettant en évidence le vers 8, essentiel pour le poème puisqu'il définit une correspondance entre les sensations. C'est l'idée de la synesthésie, terme technique et scientifique qui signifie étymologiquement la perception, aesthésis, avec, sun. C'est une idée qui est déjà présente dans le romantisme, mais à laquelle Baudelaire donne une coloration plus personnelle. Ici, c'est l'odorat, la vue et l'ouïe qui s'entremêlent avec les parfums, les couleurs et les sons. Cette correspondance des sensations est donc comparable à de longs échos, essentiellement. Justement, il y a un effort manifeste pour créer ces phénomènes d'écho et pour allonger considérablement la durée de lecture de cette strophe. Il y a l'effet de retardement syntaxique, que nous avons déjà dit tout à l'heure, mais aussi les syllabes, notamment les syllabes dites nasales. Comme, long, loin, confonde, profonde, comme, parfum, son, se répondent, que l'on est obligé de lire en allongeant. Il y a les phénomènes d'écho évidents, se confondent, se répondent, qui forment aussi des échos, non seulement par les sons, mais par le sens ou par la construction. Ce sont des verbes pronominaux, évoquant d'ailleurs une action réciproque. On est à la fois sujet et objet de l'action. Leurs rimes se confondent, se répondent, est rythmée également, déjà annoncée, par profonde, qui forme une rime interne. Il y a donc bien un effet de mélange. Étymologiquement de correspondance, de réponse, de son à son et d'idée à idée. D'ailleurs, se confondre ne fait que répéter ce que l'expression confuse parole disait déjà, et dont le sens est un peu élucidé ici. L'alliance de l'obscurité au vers 7, vaste comme la nuit et comme la clarté. Il y a donc une alliance dans ce passage entre l'obscurité, avec déjà annoncée par ténébreuse et par nuit donc, et la lumière, la clarté, et peut-être même l'unité. Cette alliance de l'obscurité et de la lumière signale l'ampleur et l'extension de ces échos, qui sont étendus à la nature tout entière. Or le poète est en quête d'une unité, d'une unification du sens, d'une compréhension spirituelle, donc de l'ordre de l'évidence, qui va dépasser la confusion de la multiplication des perceptions. Au-delà des forêts de sensations, il y a une quête de perception unique par l'esprit. Comme lorsqu'on a compris une idée. Il n'y a plus de mots, plus de définition, plus de démonstration, il y a la clarté du concept. C'est cette évidence que cherche le poète, mais étendue à toute la nature. La profondeur qui est évoquée, la profonde unité, est celle des forêts si l'on veut, mais surtout celle de l'être, la profondeur philosophique, métaphysique, spirituelle, la profondeur du sage. On dit de quelqu'un qu'il est profond quand il a une compréhension définitive, plus lumineuse que les autres, de tout ce qui nous entoure. C'est celle au fond du voyant, le poète étant l'héritier de ce Wattès romain. C'est un regard, le regard profond, qui s'oppose à l'insouciance, à la légèreté, mais aussi au mouvement perpétuel, à l'agitation. C'est tout le contraire du cliché que l'on porte sur le 19e, cette première moitié du 19e siècle, celui de la révolution industrielle, de l'accélération, le chemin de fer est souvent évoqué à ce titre. C'est aussi l'insouciance et la légèreté de la bourgeoisie, par exemple. Comme il est attendu dans l'esthétique du sonnet, les tercets accomplissent une forme de basculement, un changement. Après la théorie générale des quatrains, le propos se resserre autour d'un exemple qui est celui des parfums. Notons que c'est un thème récurrent des Fleurs du Mal. Non seulement on le retrouve dans deux titres explicites, Parfum exotique et Le Parfum, mais il y a des renvois multiples à cette sensation qui peut tout exprimer, de la sensualité au souvenir, l'enivrement au sens de l'enthousiasme poétique, la mort également si l'on songe aux anciens aromates pour embaumer les corps. Il est des parfums frais, il est.
constitue une formule qui, encore une fois, est philosophique. Il y a aurait été plus commun. Ici, il est signifie il existe. C'est encore une fois le même souci de nommer le réel, de dire le monde, qui est la préoccupation du texte poétique. Surtout au début de ce premier tercet, on trouve un exemple de correspondance des sensations. Le terme de départ est parfum, il renvoie donc à l'odorat, mais ces parfums sont frais, doux, c'est le toucher. Les hautbois, instruments de musique, renvoient à l'ouïe évidemment, et le vert des prairies à la vue. Tout s'entremêle donc dans de longs échos, ici sensibles, par le rythme ternaire provoqué par la répétition de comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. Tout cela forme un ensemble qui se répand sur deux vers, c'est un enjambement. Donc on a toujours l'idée des échos et toujours l'idée de la longueur. On remarque aussi que sont mis en relation des éléments animés et inanimés. Il y a donc des correspondances, encore une fois, entre des éléments naturels et puis des éléments vivants, l'homme. Il n'est pas impossible que les images choisies par Baudelaire soient une nouvelle fois en lien avec l'histoire de l'art, et avec l'idée que nous avons plusieurs fois exprimée que Baudelaire est d'abord un héritier des formes traditionnelles. Les chairs d'enfants, c'est un motif pictural important. On trouve dans toutes les représentations religieuses de la Nativité, par exemple, ou dans les tableaux qui mettent en scène Héros ou Cupidon. Les hautbois, instruments longs et droits de la famille des bois, non seulement renouvellent la métaphore de la forêt, par écho, mais représentent un instrument typique de la musique dite classique. Les vertes prairies évoquent, elles, non seulement les peintures de paysages, mais également renvoient à un cliché de la poésie bucolique dans l'Antiquité. Or, ces éléments traditionnels sont en rupture puisqu'ils sont détachés à la fois par le tiret et par l'enjambement sur le dernier tercet avec d'autres parfums, auxquels Baudelaire associe des adjectifs moralisants, moraux, portant normalement sur des personnes, corrompues, riches et triomphants. Cette opposition est typique du sonnet et de la manière de Baudelaire. La chute porte donc ici sur des éléments plus inquiétants en quelque sorte, que l'innocence des chairs d'enfants ou la tranquille vision d'une prairie. La nature pour Baudelaire n'est pas uniformément tranquille et calme. Elle est marquée par la corruption, la décadence, la noirceur, bref, le spleen. C'est l'intuition morale des fleurs du mal. Le poème se termine par un nouvel effort d'allongement et d'écho. Le mot expansion porte la diérèse qui annonce cette idée d'infini. Les choses, terme trop générique, sont déclinées par une énumération qui est en fait ordonnée. L'ambre, le musc, le benjoin et l'encens. L'ambre est une substance parfumée formant une sorte de pâte, tandis que le musc est plus liquide. Tous deux sont issus de manières organiques animales. Contrairement au benjoin et à l'encens, issus de végétaux et dont le parfum s'exhale par la fumée. Il y a donc clairement un mouvement de la matière vers l'esprit, figuré par la fumée. En outre, l'encens, le dernier terme, est utilisé dans la liturgie, les cérémonies religieuses. Il reprend donc l'idée inaugurale du temple et du caractère sacré du poème, comme parole disant de la nature. Le poème est une élévation spirituelle. Or, pour terminer, ces parfums chantent. Le dernier verbe d'action choisi par Baudelaire, c'est donc quelque chose qui renvoie à la musique, qui est bien l'essence même de la poésie. Au début de la poésie, on parle de lyrisme. Le lyrisme, c'est la poésie qui est chantée, accompagnée avec une lyre. Il y a un rapport, à l'origine, étroit entre poésie et musique. Un rapport que Verlaine aimait à rappeler en disant de la musique avant toute chose. La musique est bien l'essence de la poésie, qu'elle définit aussi bien que le parfum. Elle est immatérielle, spirituelle. Elle constitue une sorte d'écriture symbolique du monde par la mélodie et le rythme. Peu importe alors que les paroles soient confuses, ce n'est pas le concept, l'abstraction, l'idée qui sont visées, mais une sorte de communication enivrante. Ce sont les transports, qui évoquent d'ailleurs déjà le voyage, au sens propre. Une communication enivrante, directe, de l'ordre de la perception immédiate, comme un parfum qui nous ouvre à tout un imaginaire. Baudelaire a donc bien présenté la poésie et le poème comme un moyen pour l'homme de dialoguer avec la nature. Il entretient avec elle une correspondance. Grâce à l'idée qu'il existe une unité de sens, au-delà de la multiplicité des sensations qui correspondent l'une avec l'autre. La nature est désormais une architecture, une œuvre d'art, une élévation spirituelle, une correspondance entre ce qui est matériel et ce qui est immatériel,
Et c'est la poésie qui nous permet de le comprendre, car c'est elle qui forme les correspondances dans le poème entre la matière et l'esprit. Vieille question philosophique.